Il expose le droit du justicier. Une émission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre cette émission. Nous parlerons aujourd'hui de la conclusion à la résiliation de contrat de bail. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui un avocat à la cour qui est Maître Kizito Kodia. Alors, Maître Kizito Kodia, je vous salue et bienvenue sur Injusticia. Alors, nous parlerons aujourd'hui sur de la conclusion à la résiliation du contrat de bail. Alors, j'aimerais un peu savoir que comprenez-vous par ce thème avant d'aborder le fond du sujet. Merci, Madame Adams. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau pour justement répondre à ce thème qui est de la conclusion à la résiliation du contrat de bail. Venons-en à la première question. Que comprenez-vous par ce thème? Que dois-je comprendre par ce thème? Pour répondre à cette question, j'aimerais décortiquer 3 mots essentiels dans ce thème. Il y a d'abord la conclusion, la résiliation et ainsi le contrat de bail. Déjà, la conclusion qui vient du verbe conclure. Cela veut dire conclure, selon le dictionnaire, cela veut dire achever une affaire, terminer une affaire. La conclusion veut donc dire décision finale, accord final. La résiliation, c'est la suppression dans l'avenir d'un contrat de bail en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution par l'une des parties au contrat. Et pour le contrat de bail, je dirais tout simplement que le contrat de bail, c'est avant tout un contrat. L'article 1101 du Code civil définit le contrat comme une convention qui fait naître une ou plusieurs obligations. Maître, quelles peuvent être les conditions de formation et de validité d'un contrat de bail à usage résidentiel et commercial? Les conditions de formation et de validité d'un contrat de bail à usage d'habitation et à usage professionnel. Le contrat de bail, qui est d'abord un contrat, sa formation renvoie justement, sa validité et sa formation renvoient justement aux dispositions de l'article 1108 du Code civil. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit vraiment, il y a 2 volets qu'il faut aborder dans cette question. 2 volets. Le premier volet concerne les conditions relatives aux parties au contrat. Le deuxième volet concerne le contenu du contrat. Pour le premier volet, il y a une condition déjà, c'est le consentement. Le contrat de bail est un contrat consensuel. Cela veut dire qu'il n'obéit à aucun formalisme, solennel. C'est le contrat de bail justement verbal. Dès lors que les parties se sont accordées et qu'elles ont consenti, on peut dire que le contrat est déjà né. Maintenant, il y a une autre condition. Toujours dans ce deuxième volet, c'est la capacité.
La capacité ici, c'est le pouvoir pour un individu de la possibilité, le pouvoir d'exercer pour un individu des droits dont elle est la seule titulaire. Cela veut dire qu'un mineur, en réalité, ne peut pas conclure un contrat de bail. Un mineur ne peut pas donner un local à bail. Voilà, si on parle de capacité, il faut avoir la capacité juridique, être titulaire de tous ses droits pour pouvoir conclure un contrat. Là, c'est le premier volet. Maintenant, s'agissons du deuxième volet qui concerne les conditions relatives au contenu du contrat. Il y a plusieurs conditions. La première condition est celle relative à la chose louée. La chose louée, la chose donnée en bail doit être un immeuble. Ça doit être un immeuble. Ici, on ne parle pas d'objet mobilier. On parle d'une habitation, d'un immeuble, une maison. Ici, pour donner à bail, il faut que ce soit une maison. Et il y a aussi la destination. L'immeuble qui est donné à bail doit être destiné à un usage d'habitation ou à un usage professionnel. Le loyer définit le contrat de bail. Dans un contrat où il n'y a pas de loyer, on ne peut pas parler de contrat de bail. Le contrat de bail est avant tout un contrat à titre onéreux. Le locataire doit payer un prix. Et il y a un adage qui dit pas de loyer, pas de bail. Il faut un loyer pour définir le contrat de bail. Il y a aussi la condition de la durée. C'est une condition très importante dans la mesure où, s'agissant d'un contrat de bail à durée déterminée par exemple, le bailleur donne à un locataire un droit de jouissance dans les lieux. Mais ce droit de jouissance est déterminé et fixé dans le temps, dans une période donnée. Et cette durée, justement, constitue d'ailleurs l'objet du contrat. Elle constitue l'objet du contrat. Ce que l'on vise ici, c'est justement d'éviter que le propriétaire ne puisse récupérer son bien ad nutum, c'est-à-dire à première demande. À cette réponse, vous pourriez vous dire, mais qu'en est-il d'un contrat de bail à durée indéterminée? Dans un contrat de bail à durée indéterminée, les parties, justement, ont la possibilité de mettre un terme au contrat en donnant congé. Ce que l'on vise ici aussi, il faut le dire, c'est l'interdiction des engagements perpétuels, c'est-à-dire des pactes qui seraient conclus ad vitam aeternam, c'est-à-dire au-delà de 99 ans. Voilà en gros les conditions de formation et de validité d'un contrat de bail, tant à usage d'habitation qu'à usage professionnel. Voilà. Il y a d'autres aspects bien entendu, mais on s'arrête sur des aspects généraux parce que ce sont les plus importants. Une justice. Voilà, de retour dans ces plateaux, nous sommes toujours en train de parler sur le thème intitulé de la conclusion à la résiliation de contrat de bail.
avec Maître Kizito Kodia, qui est avocat à la Cour, et c'est lui notre invité du jour. Alors, Maître Kizito Kodia, vous êtes avocat à la Cour. Pendant notre thème du jour, toujours sur la conclusion à la réalisation des contrats de bail, j'aimerais un peu savoir qu'est-ce qu'un état des lieux. Qu'est-ce qu'un état de lieu et quand est-ce qu'il peut se dresser? L'état des lieux. Déjà, quand on parle d'état des lieux, il faut concevoir un état des lieux à l'entrée et un état des lieux à la sortie. L'état des lieux à l'entrée est un document dans lequel sont consignées les informations selon lesquelles le locataire, lors de la remise des clés, est présumé avoir pris le local en bon état d'usage et de réparation. Un bon père de famille. Oui, en quelque sorte. Et cet état des lieux à l'entrée, justement, doit être dressé de façon contradictoire entre le preneur et le bailleur. Maintenant, la restitution, parce que on en vient justement à l'état des lieux de sortie, la restitution du local par le locataire va justement donner lieu à un état des lieux de sortie. Cet état de lieu de sortie permet de fixer les parties, permet de s'assurer que lors de la remise du local, que le locataire n'a pas dégradé les lieux. Et si les lieux ont été dégradés, la remise des coûts des travaux sera imputée justement sur le dépôt de garantie qui viendra ici garantir justement les dégradations que le locataire aurait occasionnées lors de la sortie des lieux. C'est pour cela qu'il faut dresser un état des lieux à l'entrée et à la sortie pour éviter les litiges lors de la fin du contrat. En quoi cela va apporter au moment où les bailleurs doivent pendant toute la durée de bail entretenir la maison en étant de servir à l'usage pour lequel il a été loué? Je ne vois pas vraiment son importance. Je ne vois pas pourquoi le locataire pourrait entretenir la maison en bon état d'uniforme. Sur cette question, en réalité, le locataire qui est dans les lieux, qui a utilisé les lieux, qui a vécu dans les lieux, forcément, après une certaine période, aura occasionné des dégradations. Il aura occasionné des dégradations. Surtout. Et le bailleur est là pour réparer. Le bailleur est là pour réparer, oui, mais l'obligation du bailleur qui pèse, sur le bailleur, s'agissant justement de l'entretien des lieux loués, en réalité, c'est une obligation qui concerne les réparations autres que locatives. Cela veut dire que ici, dans un contrat de bail, le bailleur s'engage à entretenir les lieux. Il s'engage à faire des réparations. Cela veut dire les grosses réparations. Imaginez-vous, il y a la toiture qui fuit, ou bien il y a une poutre qui est cassée, ou encore il y a des canalisations dans la maison qui ne marchent pas. Si l'on laisse faire cette situation, si cette situation persiste, cela voudra dire que le locataire ne pourra plus user les lieux conformément à l'usage prévu par le contrat. Mais d'un autre côté, il ne peut pas faire ces travaux. Ce sont des travaux, ce sont des réparations, des grosses réparations qui incombent au propriétaire des lieux. Le locataire, lui, il doit tout simplement faire des petites réparations qu'on appelle des réparations locatives. C'est dans ce cas justement, mais ici on est dans les dégradations. Bien entendu, il peut arriver que les dégradations occasionnées par le locataire soient très importantes.
et qu'elle ne suffise, que même le dépôt de garantie ne suffise pas à remettre les lieux dans l'état d'origine dans lequel ils se trouvaient. C'est pour cela qu'il est important de faire un état des lieux. Parce que l'état des lieux, il est important de faire un état des lieux. Parce que ce n'est que par rapport à l'état des lieux que l'on saura quelles sont les dégradations qui ont été occasionnées. Maître, vous êtes avocat. Alors, avec votre qualité, comment les pouvoirs publics protègent-ils le locataire face aux tracasseries des bailleurs? Sur cette question, je dirais tout simplement qu'ici, il ne s'agit pas des pouvoirs publics. Ce n'est pas au pouvoir public d'intervenir dans les difficultés qui seraient liées à l'exécution d'un contrat de travail. Excusez-moi, je parle d'un contrat de travail, non, je dirais plutôt d'un contrat de bail. Les pouvoirs publics ici, il faut déjà qu'on comprenne une chose. Les pouvoirs publics ici désignent tout simplement le gouvernement ou encore l'ensemble des services chargés de l'administration d'une collectivité territoriale ou d'un service administratif. Voilà. Ici, il ne s'agit pas d'une affaire qui concerne l'administration. C'est une affaire qui concerne deux personnes qui ont conclu un contrat de bail. Le contrat de bail est une institution parce qu'il est prévu par la loi. Mais le contrat de bail est aussi une convention parce qu'il fait naître des obligations entre les parties. Ce qui veut donc dire que si le locataire qui est dans les lieux est l'objet, victime des tracasseries de la part de son bailleur, en réalité, ces tracasseries, nous les appellerons plutôt comme étant des troubles de jouissance. À ce moment-là, si le bailleur est l'auteur de troubles de jouissance qui empêchent à un locataire de jouir paisiblement des lieux, à ce moment-là, le bailleur est dans le tort, puisque dans le contrat, il s'est engagé à assurer la jouissance paisible des lieux. Ce n'est pas seulement une prescription contractuelle, mais c'est aussi une prescription législative qui découle de la loi. Alors, comment pouvez-vous nous expliquer la sous-location? Qu'est-ce qu'une sous-location? Avant de répondre à cette question, j'aimerais rebondir parce que j'ai oublié de dire une chose, s'agissant justement des troubles de jouissance. J'aimerais dire ceci. Dès lors qu'il y a des troubles de jouissance qui sont occasionnés par le bailleur, et si le bailleur est interpellé par le locataire d'avoir à cesser ces troubles de jouissance, le locataire n'a plus qu'une seule possibilité, c'est celle de saisir tout simplement le juge des référés du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble. Il doit donc saisir le juge des référés pour demander au juge de faire cesser les troubles de jouissance. Voilà, il était important d'indiquer cela pour que on comprenne que le locataire n'est pas totalement désarmé face justement aux actions que pourrait mener le propriétaire pour l'empêcher de jouir paisiblement des lieux. Maintenant, venons-en à votre question de tout à l'heure. Vous avez demandé, si vous le permettez, vous pouvez répondre à la question. La sous-location. La sous-location ici est tout simplement une pratique qui est souvent observée par certains locataires qui décident de conclure un contrat de bail avec une tierce personne qui n'est pas partie au contrat principal. Cela veut dire que un locataire qui est dans les lieux décide
de donner en location, donc de sous-louer le local qu'il est en train de louer. C'est un peu cela, la sous-location. Et juridiquement, celui qui sous-loue un local qui est déjà loué, en réalité, celui qui sous-loue reste toujours le locataire principal devant le propriétaire, devant le bailleur. Mais est-ce que la loi reconnaît cela? Est-ce que le locataire est permis de passer à ce genre de contrat? En principe, la sous-location est interdite par la loi. Pour pouvoir sous-louer, il faut obtenir l'autorisation écrite du bailleur. Si vous n'obtenez pas l'autorisation écrite du bailleur, vous ne pouvez pas sous-louer. Et d'ailleurs, vous courez un risque très important, c'est celui d'être évincé des lieux. Parce que le propriétaire qui apprendra que son locataire est en train de sous-louer les locaux qui sont déjà loués, moyennant une contrepartie financière, peut être amené à résilier le contrat et à poursuivre son locataire pour paiement de dommages et intérêts, par exemple. Donc, de grâce, vous êtes dans les locaux, il ne faut pas les sous-louer. Obtenez d'abord l'autorisation de votre propriétaire qui doit vous donner cette autorisation justement pour que vous puissiez sous-louer les locaux. Voilà, alors, Maître Kizito, quelles sont alors les difficultés existantes à l'exécution des contrats de bail? Y a-t-il des difficultés? Comme nous l'avons dit tantôt, le contrat de bail crée des rapports d'obligation personnelle. Bien entendu, dans l'exécution de ce contrat, il peut arriver qu'il y ait des difficultés. Mais la plupart de ces difficultés, justement, sont tout simplement la résultante de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des stipulations contractuelles du contrat de bail. Dès lors que les parties observent scrupuleusement, rigoureusement les obligations qui leur incombent, le contrat de bail ne connaîtra aucune difficulté. Mais si ces mêmes parties ne peuvent pas exécuter le bail conformément aux obligations qui leur incombent, il est fort certain qu'effectivement, cette exécution, ce contrat de bail va connaître des difficultés. Imaginez-vous un instant que vous ne payez pas le loyer. Je pense que le propriétaire va commencer à vous regarder d'un mauvais œil, et je ne suis pas sûr que les rapports que vous entretenez seront cordiaux, tout au moins pour certains bailleurs. Alors, et d'un autre côté aussi, imaginez-vous qu'un propriétaire n'assume pas son obligation consistant justement à entretenir les locaux loués. Il est clair aussi que cela va causer des difficultés, puisque chacun voudra en quelque sorte rappeler à l'autre quelles sont ses obligations. Et il est fort certain que dans ce cas de figure, les parties risquent de se retrouver devant un tribunal ou devant la police, même si ce n'est pas à la police ou à la gendarmerie de régler les questions de bail. Alors, quelle serait la procédure de la résiliation du contrat de bail? Il y a des procédures, n'est-ce pas? En effet, il y a, s'agissant justement de la procédure de résiliation, elle est prévue, puisque nous l'avons dit tantôt, dès lors qu'une partie n'exécute pas ses obligations conformément aux prévisions du contrat, le contrat peut être résilié. Abordons déjà la question qui concerne la résiliation en matière, par exemple, d'un contrat de bail à usage d'habitation. Cette procédure de résiliation est prévue
par l'article 81 à 87, si ma mémoire est bonne, de la loi du 12 décembre 2012 portant réglementation de la location à usage d'habitation. Dans un contrat, si dans un contrat, il y a une clause, ou il y a une clause de résiliation de plein droit, et que cette clause n'est pas respectée en raison justement de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations qui incombent par exemple à un locataire, le propriétaire, le bailleur dispose justement de la possibilité de demander à son locataire de s'exécuter. Mais la mise en œuvre de cette clause de résiliation, justement, commence par un commandement de payer. Un commandement de payer qui est adressé au locataire d'avoir à payer. Cette mise en œuvre peut également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès sa réception, justement, il est imparti au locataire dans les 2 mois qui suivent d'avoir à payer son loyer. Passé le délai de 2 mois, si le locataire ne paye pas, le bailleur peut toujours saisir le juge compétent du lieu de situation du bien immeuble qui est loué pour faire constater la résiliation, ce que la loi appelle l'acquisition de la clause de résiliation. Une fois que qu'il y a acquisition de cette clause de résiliation de bail, à ce moment-là, le juge va ordonner, tout simplement, va constater la résiliation et ordonner l'expulsion. Ordonner l'expulsion. Et bien entendu, une fois que cette expulsion a été ordonnée, le commandement de quitter les lieux interviendra suite à l'exploit d'huissier qui viendra en quelque sorte procéder à l'expulsion. Il n'y a que l'huissier qui peut procéder à l'expulsion sur décision de justice. Autrement, c'est tout à fait illégal. Il faut avoir une décision de justice. Et il faut également préciser que l'huissier qui va procéder à cette expulsion ne doit le faire que entre 6h et 19h. Il ne peut pas non plus procéder à l'expulsion les jours fériés ou un dimanche. C'est totalement illégal. Si l'on vient vous sortir des lieux un dimanche ou un jour férié sans décision de justice, c'est illégal. Il vous appartient à ce moment-là de saisir le juge des référés pour justement obtenir un maintien dans les lieux. Parce qu'il y a également le contrat de bail à usage professionnel. Il y a aussi une procédure de résiliation à ce sujet. C'est l'article 133. Conformément à cet article, il est dit que chacune des parties, le bailleur et le locataire, sont tenus au respect des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. Et à ce sujet, la demande en justice, si justement aucune des parties n'a respecté ses obligations, le plus souvent ici, comme c'est une résiliation, donc il s'agit du locataire, la demande en justice va commencer par une mise en demeure. La mise en demeure, c'est comme le commandement de payer tel qu'il est défini dans notre loi. C'est comme le commandement de payer. La mise en demeure ici, c'est l'interpellation qui est adressée à un locataire d'avoir à respecter les conditions ou clauses violées. Ce qui veut dire, une fois de plus, que si il y a une clause résolutoire de plein droit, le juge statuant à bref délai, le juge compétent statuant à bref délai va donc, une fois qu'il est saisi par le bailleur, va donc constater la résiliation et prononcer l'expulsion. Ce n'est que dans ces conditions
que l'on peut arriver justement à obtenir cette résiliation. Maître Kizito, je vous remercie d'avoir disposé d'abord votre temps pour passer à In Justitia. In Justitia. Comment traduisez-vous l'adage Pacta sunt servanda? L'adage latine Pacta sunt servanda veut tout simplement dire que les contrats doivent être respectés par les parties qui les ont conclus. Je vous remercie. In Justitia. Le contrat de bail, en fait, c'est un contrat qui lie deux personnes et qui a pour objet, notamment pour le bailleur, de donner à bail, c'est-à-dire en location, un local. Il peut donner à bail un local soit à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet sera véritablement l'exercice d'une activité commerciale. Donc l'activité commerciale s'exercera dans ce local-là. Un local qui est donné à bail, qui est donné en location. Alors évidemment, vous trouverez plusieurs sortes de bail. Un bail d'habitation, qui est régi par le droit congolais en fait, le droit positif congolais. Et un bail commercial, qui est régi par l'OHADA. Mais le bail commercial a pour objet l'exercice d'une activité commerciale dans un local, n'importe lequel d'ailleurs. Et un bail d'habitation, évidemment, ça ne concerne que l'habitation du locataire. Non. Juste une habitation ordinaire, normale. Vous pouvez aussi trouver un bail qui s'apparente au bail commercial, mais qui est en vérité un bail professionnel, mais qui, lui aussi, est régi par l'OHADA. C'est-à-dire que tous les pays d'Afrique francophone sont régis par un traité qu'on appelle l'OHADA. Alors, évidemment, la plupart des gens sont portés souvent à conclure un bail non écrit. À mon avis, c'est pas contraire à la loi, mais c'est pas très protecteur des droits du preneur et du bailleur. Parce qu'en fait, un bail verbal présente comme inconvénient principal, ou un suprême inconvénient, c'est que les obligations et les droits du preneur et du bailleur ne sont pas encadrés, ne sont pas précisés. Hein? Donc d'où le risque de confusion en fait. Hein? Et moi personnellement, je prodigue comme conseil, hein, eh bien, de conclure un contrat écrit, un contrat de bail écrit, que ce soit un bail commercial, que ce soit un bail d'habitation. Hein? L'avantage suprême qu'on retire de ce genre de bail écrit, c'est que les obligations du preneur et du bailleur sont encadrées, sont précisées. Et en cas de contentieux, chaque partie sait comment régler, hein, des litiges qui peuvent survenir, hein, du fait de l'inexécution du contrat de bail. Les conditions, bon, ce sont les conditions. Évidemment, il faut la capacité. Hein. Hein, un mineur ne peut pas se mettre en état de conclure un contrat. Il faut qu'il ait la capacité, c'est-à-dire que capacité de contracter. Un mineur ne peut pas le faire. Donc il faut qu'il ait la majorité en vérité. Hein. Ça lui donnera la capacité de contracter avec des tiers. D'autres conditions, il faut respecter ce qu'on appelle l'ordre public. Un contrat ne peut pas porter atteinte à l'ordre public. Ou aux bonnes mœurs d'ailleurs. Hein. C'est des éléments très importants. In Justitia. Et voilà, ça n'est déjà fini pour aujourd'hui. Nous vous rappelons que nous étions en train de parler de la conclusion à la résiliation des contrats de bail avec comme invité Maître Kizito Kodia, avocat à la Cour. Alors, je vous remercie d'avoir été attentionné à suivre cette émission. Je remercie mon équipe technique. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était In Justitia avec Adams Malaika. Ciao. La plupart des innocents, c'est
résiliation.